Bienvenue à tous et à toutes. Merci pour votre patience. Nous allons commencer. Ça va laisser l'occasion aux gens de s'installer dans Zoom. Alors, puisque on a pas mal de participants, on va commencer. Bienvenue, merci d'être avec nous et on vous souhaite une belle journée mondiale du psoriasis. Alors, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Je m'appelle Andan Nella, je suis le PDG de Psoriasis Canada, pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas encore. Alors, avant de commencer, je signale que je suis à Toronto, territoire traditionnel de nombreuses nations, y compris les Mississauga de la Rivière-Crédit, les Anishinaabe, les Chippewas, les Haudenosaunee et les Wendat. Et maintenant, le lieu de vie de nombreuses Premières Nations, les Inuits et les Métis. Nous vous souhaitons la bienvenue, peu importe qui vous êtes et d'où vous êtes. Alors, avant de commencer notre événement avec notre conférencière exceptionnelle, et j'ai très hâte de l'entendre, j'aimerais vous faire part de quelques instructions. Vous connaissez peut-être déjà très bien Zoom, mais c'est un rappel. euh, Vous pouvez écouter l'interprétation française. Cliquez sur le globe au bas de Zoom, cliquez ensuite sur Français et vous pourrez entendre l'interprète. Le webinaire est enregistré en anglais et en français pour ensuite être publié peu après l'événement de ce soir sur notre canal YouTube à Psoriasis Canada. Tous les participants seront en mode écoute seulement puisqu'on enregistre la séance. Alors, si vous avez des questions, veuillez les écrire dans le chat ou dans la section questions-réponses de Zoom. On fera de notre mieux pour répondre à vos questions d'ici la fin de la séance d'aujourd'hui. Et à tous nos webinaires, on aime rappeler à nos participants que l'information qu'on présente, c'est l'information de type général, de nature générale. Si vous avez des situations particulières nécessitant des soins, on vous encourage à vous informer auprès de votre médecin. Et j'aimerais remercier nos commanditaires euh, de la Journée internationale de psoriasis, AbbVie, Arcutis, J&J, Lilly, Sun. Et alors, merci de votre présence et de votre soutien. Alors, je vais vous décrire Psoriasis Canada. Nous sommes une organisation relativement nouvelle qui est née de la consolidation de deux entreprises, deux associations, en fait, l'Association canadienne du psoriasis et l'Alliance canadienne du psoriasis. Alors, en 2024, nous avons fusionné pour avoir une voix plus forte au Canada. Vu que Psoriasis Canada est nouvelle, elle mise sur ces 15 ans d'expérience de ces deux organisations. Et nous venons de lancer notre plan stratégique. Alors, si vous ne l'avez pas encore euh, lu, je vous invite à le faire. Vous allez trouver ça en fait, dans nos documents. Je vous donnerai plus d'informations sur la façon de communiquer avec nous et de participer justement à cette élaboration. Alors, c'est la Journée mondiale du psoriasis. C'est une occasion pour nous de nous rencontrer et de parler de la maladie psoriasique. Alors, nous allons parler de comorbidité, maladies, conditions et autres qui peuvent être associées au psoriasis, qui peuvent faire en fait en sorte que les personnes euh, souffrant de psoriasis soient plus durement touchées par leur condition, étant donné ces comorbidités. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ces dernières, nous avons lancé une campagne d'éducation. Nous euh, tirons parti des études qui se font dans le domaine et nous tirons parti des leçons tirées par la communauté, notre communauté, communauté du psoriasis, de chercheurs qui ont élaboré une série de webinaires, y compris celui de ce soir, qui porte sur les préoccupations principales euh, dont vous nous avez fait part par les sondages. Alors, merci à vous tous et vous toutes qui avez contribué au contenu de cette activité de la Journée mondiale du psoriasis. Quand on parle de comorbidité, on sait que la maladie psoriasique n'est pas une maladie qui existe seule. Souvent, elle peut être combinée à des maladies qui la compliqueront elles-mêmes et compliqueront les soins et les traitements.
Malgré ça, ce qu'on a appris, c'est que la connaissance des comorbidités peut être déficiente chez les patients et chez les professionnels de la santé également, ce qui peut donner lieu à des dépistages tardifs, interventions tardives et une gestion inappropriée du psoriasis chez le patient. Alors, euh, on constate que 73% des 300 personnes qui ont répondu à ce sondage nous indiquent qu'elles ne sont pas bien informées des réalités du psoriasis et des comorbidités qui y sont associées. Alors, on espère que dans cette séance et dans les suivantes, que je vous présenterai d'ici peu, qu'en informant la population, les fournisseurs de soins de santé, on puisse améliorer la compréhension de la condition psoriasique et qu'on améliore les traitements, etc. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit aux autres webinaires, on aimerait vous informer que le webinaire qu'on a tenu sur l'arthrite psoriasique est maintenant sur le site web en anglais et en français. Et la séance suivante, la maladie cardiovasculaire et le psoriasis, aura lieu le 6 novembre. Alors, si vous ne vous êtes pas encore inscrit, eh bien, je vous invite à le faire. Vous aurez accès au lien pour ce faire d'ici peu sur nos réseaux sociaux. Je vous donne un instant pour que vous puissiez prendre connaissance de cette information. En plus de ces séances, puisqu'on parle de santé mentale ce soir, on veut faire en sorte que vous soyez tous et toutes au courant de l'existence du programme de groupe de soutien en ligne que nous gérons. La prochaine séance aura lieu le 19 novembre à 19 heures heure de l'Est. Encore une fois, le code QR est à l'écran. Vous pouvez vous inscrire par ce code. Il s'agit d'un groupe animé par des pairs, des personnes ou des personnes ayant la maladie psoriasique peuvent réseauter, communiquer, s'entretenir. Alors, jusqu'ici, ces séances ont lieu en anglais, mais nous avons l'intention d'en organiser en français d'ici peu. Alors, si vous voulez plus d'informations sur ces séances et vous n'êtes pas déjà en communication avec nous, on vous invite à vous manifester. Vous nous trouverez sur nos réseaux en commercial Psoriasis Can 1. Notre site web est www.psoriasiscanada.ca et notre courriel général info en commercial psoriasiscanada.ca. Alors, je passe la parole à notre conférencière. Alors, la connexion cerveau-peau est un sujet qui revient souvent dans la communauté, qui est souvent évoqué. En 2022, on a mené un sondage de la communauté psoriasique auprès de 500 participants vivant avec le psoriasis ou avec l'arthrite psoriasique. Ce qu'on a compris dans ce sondage, c'est que 53% des participants indiquent que cette maladie empire leur qualité de vie. 61% disent être en mesure avoir du mal à vivre leur vie quotidienne à cause de cette maladie. 48% ont du mal à avoir une vie normale. 24% disent que nous indiquaient que la maladie psoriasique avait un impact sur leur vie amoureuse et 26% nous indiquaient qu'ils étaient mal à l'aise à sortir avec des gens en public. Euh, 59% nous ont dit qu'ils ça leur causait des troubles psychologiques graves. Alors, c'est un effet grave que cette maladie a sur, en fait, le psoriasis sur la santé mentale. Donc, hum, en fait, ce sont des comorbidités également qui sont très courantes auprès des gens qui ont le psoriasis. On voulait parler à une experte au Canada qui nous parlera de la relation entre la santé mentale et le psoriasis. Alors, c'est un plaisir de passer la parole à notre conférencière, le docteur Marlene Detock. J'ai euh, vu une entrevue du docteur Detox sur le podcast dermatologique et on est très chanceuse de l'avoir avec nous ce soir. Alors, on vous encourage à lui poser des questions. Encore une fois, il y a une période de questions après sa présentation. Et le docteur vous invitera également à vous
à lui faire part de ce que vous savez pour justement développer les éléments de recherche avec lesquels il travaille et vous recevrez un formulaire d'évaluation après la conférence d'aujourd'hui. On espère que ce sera euh, interactif. Alors, je vous passe la parole, Dr. Titok, et je vais afficher votre présentation. Eh bien, je peux l'afficher moi-même, mais merci. Eh bien, avec plaisir. Alors, je vous invite à préparer le processus. Dr. Mandy Tuck est professeure clinique de médecine au service de dermatologie à l'Université de l'Alberta. Elle est également directrice adjointe du secteur du département de dermatologie et la directrice de la division pour l'amélioration de la qualité de vie pour les gens vivant avec des problèmes dermatologiques, ainsi que la membre du comité dermatologique à l'Université de l'Alberta. Elle a un diplôme du programme de technologie en dermatologie à Stanford. Elle a fait des études en biologie à l'Université de Toronto en Ontario. Toronto en Ontario. Elle a terminé sa résidence en dermatologie à l'Université de l'Alberta. Elle a été fellow de l'Association internationale de dermatologie et l'Association canadienne de dermatologie et ses études portent sur la psychodermatologie, dont on parlera beaucoup aujourd'hui, la dermatite et l'eczéma causé par le travail, ainsi que la dermatologie générale à la clinique et à l'Université de l'Alberta. Alors, sur ce, merci énormément d'être avec nous. C'est un plaisir de vous avoir avec nous et je vous passe la parole. Merci énormément, Antonella et Helen, de m'avoir invité. Et merci à vous toutes et vous tous d'assister à ma conférence. Je suis en Chine à l'heure actuelle, où j'enseigne au nom de l'Université de l'Alberta. Alors, j'aimerais vous faire part euh, de ceci. C'est la connexion cerveau-peau. C'est-à-dire que euh, les maladies de la peau, y compris le psoriasis, sont liées justement à la santé mentale. Et nous allons parler de la façon d'aider nos patients. Mon premier objectif ce soir est d'expliquer pourquoi nous avons besoin de psychodermatologie et pourquoi vous, les patients, vivez avec cette condition. On a préparé euh, une étude de cas pour vous parler des comorbidités liées au psoriasis. Et nous avons dévoué nos efforts de recherche à de nombreux aspects de la psychodermatologie. Un de ces aspects, c'est le développement d'un outil pratique pour identifier l'impact psychodermatologique du psoriasis et d'autres maladies de la peau. Alors, dans le très peu de temps que nous avons, nous allons parler de la validation de l'indice cerveau-peau. C'est semblable au LQI, l'indice de qualité de vie dermatologique. C'est un questionnaire qui peut être soumis à un patient et lui être fourni avec un itinéraire de soins clair. Mais ce n'est pas le LQI, vous allez voir d'ici peu. Évidemment, on veut vous indiquer qu'il y a un itinéraire de soins que nous pouvons offrir aux patients par l'entremise de leur fournisseur de soins de santé ou qu'on peut offrir aux patients directement pour euh, travailler sur l'impact psychosocial du psoriasis. Je vais commencer par une étude de cas euh, d'une grande importance. Ensuite, nous allons y revenir. Il s'agit d'une femme de 37 ans atteinte de psoriasis depuis longtemps qui vient à sa première visite à notre clinique en pleurant. Elle se sent abattue et déprimée. Son- Elle prend des crèmes antifongiques et elle prend également de la sertraline à hauteur de 25 mg par jour. Dans le passé, lorsqu'on avait le temps, euh, dermatologue dans notre clinique, on avait
le temps d'aller chercher les critères de dépression. Et plus tard, je vous enverrai ce que l'on fait. Donc, il y a un questionnaire qu'on utilise, questionnaire sur la dépression, mais c'est un questionnaire sur la dépression seulement qui ne parle pas d'anxiété et d'autres troubles. En plus, ça prend du temps, passer en revue ce questionnaire avec le patient. Alors, je reviens un peu en arrière. Parlons des affections psychodermatologiques. Alors, les affections psychodermatologiques comprennent les troubles psychophysiologiques. Et c'est là où les troubles de la peau sont tempérés par le stress émotionnel, comme dans le cas du psoriasis. Ensuite, il y a le trouble cutané aggravé par le stress émotionnel, euh, donc psoriasis, eczéma. Ensuite, il y a les troubles psychiatriques secondaires, donc les troubles cutanés entraînant des troubles psychiatriques comme la dépression, l'anxiété ou la phobie sociale. Alors, est-ce que c'est courant? Eh bien, nous avons fait un sondage auprès de 78 dermatologues en fait, sous les auspices de l'Association canadienne de la terminologie. Ils nous ont indiqué que fréquemment, et c'est ce qu'on voit en gris ici, et très fréquemment, ce qu'on voit en jaune, ils offrent à leurs patients des troubles psychodermatologiques. On leur demandait donc le pourcentage de patients ayant un trouble psychodermatologique dans leur pratique. Encore une fois, nous avons en orange euh, la tranche de 20 à 25 cette proportion plutôt, et ensuite en bleu, 4. Alors, c'est un chiffre considérable. Ce sont des chiffres considérables, oui. On leur a ensuite demandé quelle est la recherche en psychodermatologie dans leur secteur. Alors, évidemment, si c'est moi qui décidais, je dirais que c'est la discipline lorsqu'on a le psychologue, psychiatre et le dermatologue qui travaillent ensemble. Mais ce n'est pas toujours le cas qu'il y a cette cohabitation. Il y a très peu de cliniques psychodermatologiques au Canada. J'en compte, en fait, j'en connais trois au Canada. Il y en a une, c'est la nôtre, c'est Skin Health Canada, euh, où on aide les gens à éviter la stigmatisation. Alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Eh bien, les dermatologues peuvent s'en remettre à un psychiatre et lui parler des troubles dont souffre son patient. Par contre, bon nombre de patients refusent d'être référents psychiatriques. Ici, en gris, c'est souvent qu'ils refusent. Et en jaune, c'est la plupart des cas. Dans la plupart des cas, ils refusent de voir un psychiatre. Alors, on a compris plus que jamais qu'on a besoin de faire plus de recherches, plus d'études pour jeter une lumière en fait, plus crue sur ces écarts de données. Et on a besoin d'une meilleure formation pour nos résidents, étudiants en médecine, dermatologues et autres. Alors, c'est ce qu'on fait depuis les 5 dernières années. Dans notre clinique peau-cerveau, on traite les troubles psychophysiologiques et euh, euh, ainsi que les troubles psychiatriques secondaires. Alors, j'ai parlé d'une étude de cas qui servait à voir quel type de comorbidité accompagnait le psoriasis, comorbidité psychodermatologique ou psychopsychiatrique. Donc, est-ce qu'il y a des choses comme troubles dépressifs, troubles du sommeil et de l'éveil, troubles de personnalité? Alors, une étude qui a porté sur un demi-million de patients. Alors, j'attire votre attention sur les associations statistiquement importantes de ces troubles avec le psoriasis. Commençons par le trouble du sommeil ou les troubles du sommeil et de l'éveil, donc une personne qui ne dort trop ou ne dort pas assez, les troubles dépressifs, les troubles traumatiques liés à des stress, troubles de la personnalité, troubles obsessionnels compulsifs, troubles anxieux, troubles somatoformes, c'est lorsqu'un patient se concentre énormément sur sa peau. Ensuite, des troubles bipolaires, ensuite la schizophrénie, troubles alimentaires, troubles liés à l'usage de substances, troubles neurodéveloppementaux et troubles neurocognitifs. Ce sont des comorbidités associées au psoriasis. On s'est également demandé quels sont les médicaments
psychoactifs prescrits aux personnes atteintes de psoriasis, le plus souvent prescrits en 2014 et 2018. Et on a découvert que les médicaments psychoactifs les plus fréquemment prescrits aux personnes souffrant d'affections dermatologiques en Alberta étaient des antidépresseurs. Alors, tournons-nous maintenant vers le psoriasis. On constate que le médicament le plus souvent prescrit, c'est l'antidépresseur. Ensuite, les anti-épileptiques, les antipsychotiques, anxiolytiques. Mais souvent, ce sont les antidépresseurs qui sont prescrits. C'est ce qui est prescrit le plus souvent. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans le passé? À l'époque, si on avait le temps, à la clinique, on sortait le PHQ-9, le formulaire PHQ-9. C'est un questionnaire qui porte sur la dépression. Avant ça, on offrait le PHQ-2. Alors, on leur soumettait le PHQ-2 qui contient deux questions sur la dépression avant de leur faire remplir le PHQ-9. Mais ce formulaire ne parle pas d'anxiété. Il y a l'échelle d'anxiété qu'on peut utiliser et le patient devait répondre à ce questionnaire, le remplir. Mais c'est un questionnaire qui porte sur l'anxiété et la dépression, mais pas vraiment sur la qualité de la vie. Alors maintenant, on a trois questionnaires à utiliser, y compris le DLQI, le questionnaire sur la qualité de la vie. Alors, quand on se penche sur les patients de notre clinique pour cerveau pour voir si leur situation s'est améliorée avec le temps, on regarde les formulaires PHQ-9, DLQ, eh bien, on voit une amélioration. Mais souvent, les patients ne remplissent pas les formulaires complètement parce qu'il y a énormément de questions et ce sont des formulaires qui prennent longtemps à remplir. Alors, on s'est dit, d'accord, on va créer un indice de la santé euh, psychodermatologique avec un questionnaire complet, un questionnaire unique qu'on espère que les patients pourront remplir au complet et qui nous permettra de nous pencher sur les impacts euh, sociaux de leur état de santé. Alors, c'est le MSHI. En fait, c'est l'indice de santé Esprit-O, le protocole de validation prospective. Alors, qu'est-ce que l'indice de santé Esprit-Peau? C'est un outil de dépistage administré par le ou la prestataire de soins conçu pour identifier les personnes présentant des troubles psychodermatologiques possibles qui nécessitent une évaluation plus poussée, dépister les troubles psychodermatologiques primaires, secondaires, comme primaire étant se gratter la peau, s'arracher les cheveux, infestation délirante, secondaire étant l'anxiété, la dépression et les suicidaires, guider les cliniciens vers une orientation appropriée ou une évaluation psychologique plus poussée et soutenir les soins interdisciplinaires. On a découvert qu'on a besoin de quelque chose d'intégré, de complet et présentant une utilité clinique élevée. Alors après, euh, on a fait la cartographie de l'instrument, on s'est penché, en fait, c'est un examen en fait, on a identifié quelques lacunes que les outils étaient fragmentés, se concentraient souvent sur une seule maladie ou un seul symptôme. Il y avait peu d'outils. On évaluait à la fois l'impact psychosocial et les troubles psychodermatologiques primaires. Et il y avait une grande variabilité de données limitées également sur la précision des diagnostics et l'absence de consensus. Donc, on travaille avec des experts pour développer cet outil. On a euh, obtenu un consensus au sein d'un groupe d'experts multidisciplinaires, dermatologues, psychiatres, psychologues, soins primaires, en trois cycles. Le premier cycle, c'était le projet initial. Ensuite, le cycle 2, c'était les révisions basées sur les commentaires. Ensuite, on a confirmé l'outil. Alors, voici à quoi ressemble cet outil. Il y a un itinéraire de soins qui y est associé pour voir si l'idéation suicidaire est à risque élevé, modéré ou faible et ce qu'on doit faire en l'occurrence. Alors, en Alberta, nous avons la
clinique psychodermatologique dirigée par ma mentor. Et à Edmonton, nous avons un psychiatre. euh, Nous avons un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à cette clinique. Et les patients peuvent composer le numéro qui est bien connu et rencontrer ou être apparié à un dermatologue ou un psychologue. Et tout dépendant de la gravité de leur état, on appelle les professionnels appropriés. Alors, on se penche sur les spécificités, la sensibilité, etc. Et c'est toujours le patient qui est le guide dans l'itinéraire de soins. Alors, pour résumer, en psychodermatologie, il n'y a pas qu'un formulaire à utiliser, mais c'est un début. Les choses évoluent à grands pas. Les dermatologues, psychodermatologues sont tous très occupés. On espère pouvoir administrer ce formulaire au patient. Le dermatologue pourra, pendant ce temps, pendant que le patient répond au formulaire, remplit le formulaire, voir un autre patient, parce que c'est un formulaire qui prend du temps à remplir, et engager l'itinéraire de soins. Donc, en psychodermatologie, évidemment, il faut établir une relation thérapeutique axée sur la confiance. Il faut parler des troubles, pas seulement dermatologiques, mais psychosociaux du patient. Et je- parfois, les médicaments psychotropiques sont un pont pour élargir l'itinéraire de soins et nous permettent d'aller chercher des mécanismes de guérison. Alors, on travaille sur en fait, on fait de la psychoéducation, on a des thérapies dirigées par la peau, et il y a également une thérapie cognitivo-comportementale, ainsi que des techniques corps-esprit qu'on met en œuvre. Alors, la thérapie joue un rôle important et il y a des thérapies comme la thérapie par la musique, la relaxation progressive, etc., qu'on utilise. Il ne faut pas oublier non plus ces thérapies dirigées par la peau. Si la peau se porte mieux, eh bien, l'esprit se portera peut-être mieux également. Et ça peut également améliorer la situation psychosociale du patient. Alors, même après que la maladie de la peau s'est résorbée, a disparu et que la peau s'est améliorée à 100%, les problèmes psychosociaux du patient peuvent persister. S'il y a un impact psychosocial fort sur le patient, les cliniciens doivent engager une thérapie plus forte, justement, pour se débarrasser du psoriasis. Un mot sur le psoriasis et la race. Les Afro-Américains auraient en moyenne une surface corporelle affectée plus grande à l'évaluation de référence comparativement aux patients blancs, c'est-à-dire de 3 à 10 de la surface corporelle par rapport à 1 à 2 chez les blancs. Les patients autochtones canadiens euh, présente une augmentation des taux de la gravité du psoriasis comparativement à d'autres groupes ethniques. Les patients d'origine hispanique, asiatique ou afro-américaine sont plus susceptibles de présenter une atteinte de 20 de surface corporelle que les patients blancs. Et la gravité du psoriasis chez les patients à la peau brune ou noire peut être sous-estimée en raison de l'indice de surface corporelle et de gravité du psoriasis. Et le psoriasis euh, et l'indice justement de surface corporelle de gravité du psoriasis repose grandement sur l'érythème. En plus de traiter le patient avec des anti-anxiolytiques et des antidépresseurs, c'est très important d'utiliser des techniques thérapeutiques esprit-corps, ce qui permettra d'agir plus efficacement sur les stresseurs psychosociaux. Mais dans les études, qu'on a lu, eh bien, on constate un besoin, en fait, un besoin fort d'études randomisées. Alors,
il y a des stratégies d'adaptation qui peuvent être, ou plutôt des thérapies d'inversion des habitudes chez les adultes qui peuvent, en fait, qui peuvent être utiles. Et il faut apprendre aux patients à changer certains comportements. Au lieu de se gratter, ils peuvent serrer les poings, rester immobiles pendant 30 secondes, remplacer des habitudes indésirables, pincer ou appuyer sur la zone qui les démange avec un ongle jusqu'à ce que la démangeaison cesse. C'est le type de comportement qu'ils peuvent apprendre pour réduire les effets délétères de la maladie. Il y a euh, en fait, nous avons créé des vidéos de santé esprit-peau pour la dermatite atopique. Et ce sont des outils d'éducation des patients qui s'adressent aux impacts psychosociaux du psoriasis. Nous avons un autre projet également qui sera la suite de ce module-ci pour les patients atteints par le psoriasis et vous, les professionnels de la santé. Alors, nous aimerions aussi savoir quel sujet vous voudriez que l'on traite dans ces vidéos. Euh, pour le, en fait, dans la vidéo Santé Esprit Peau pour la dermatite atopique, nous présentons un itinéraire de soins pour les patients atteints de psoriasis. Nous en avons un pour les adultes, un autre pour les enfants. Nous avons ajouté en fait, quelques modules. Le module 1, comprendre la connexion esprit-peau. Ensuite, la peau et les sentiments de votre enfant, la connexion. Dans le module 2, il s'agit de rompre le cycle de démangeaison-grattage. Module 3, bâtir vos compétences d'autogestion. Et 3B, gérer l'eczéma de votre enfant avec confiance. Et le module 4, il s'agit de se construire un réseau de soutien. Et le module 5, soins cutanés, holistiques et bien-être. Alors, nos actions sont dirigées par des experts. Nous avons des groupes de soutien dirigés par des experts qui font la promotion de l'amélioration de la qualité de vie chez les patients euh, atteints de sclérose lichenique. Alors, nous avons découvert que dès le premier mois, dès les premières, deuxième, troisième séances de traitement ou de thérapie, il y a une baisse importante de qualité de vie chez les patients, en fait, plutôt une amélioration notable, en fait, une baisse justement de la maladie chez ces patients après seulement 3 séances. Donc, c'est très enthousiasmant, très prometteur. Nous sommes en train d'élaborer le site web de Mindskin Canada pour que plus de gens soient au courant des occasions que nous avons de collaborer à ce, euh, projet pour éradiquer les comorbidités du psoriasis. Et nous, les praticiennes, dermatologues, psychiatres, avons également besoin de nous rencontrer régulièrement pour apprendre les unes des autres, se soutenir les unes les autres et parler de nos cas les plus graves et les plus difficiles à gérer. Alors, revenons à notre patient. Alors, aujourd'hui, nous travaillons à valider plus avant l'indice Esprit-Peau et nous essayons de travailler de façon efficace pour bien étudier les impacts psychosociaux du psoriasis chez nos patients et élaborer un itinéraire de soins clair et efficace. Et nous voulons créer plus d'outils d'éducation pour nos patients atteints du psoriasis et les aider dans la gestion des effets psychosociaux du psoriasis. Et nous continuons à organiser nos groupes de soutien dirigés par des experts. Nous avons découvert que ces séances avec les patients sont très prisées. Les gens posent beaucoup de questions, s'informent beaucoup. Et nous travaillons avec Mindskin Canada pour nous attaquer aux impacts psychosociaux et autres du psoriasis. Et nous voulons faire en sorte que les gens comme notre patiente ici euh, aient une meilleure qualité de vie. Alors, j'espère que ça vous a plu. Merci de votre attention.
Merci, professeur Dr. Deepak. Nous sommes très chanceux de vous avoir avec nous et très contents de savoir que vous faites ce travail et que vous contribuez à développer les connaissances des experts dans le domaine du psoriasis et que vous travaillez avec des organisations de patients comme la nôtre pour prendre le pouls de la communauté et découvrir comment aider euh, les patients du psoriasis. Alors, merci énormément. J'espère que c'est la première d'une longue série de conversations qu'on aura ensemble. Il y a des questions qui ont été posées et je vais vous les lire. Une de ces questions. Merci d'avoir créé cet espace dévoué à l'augmentation des connaissances sur le psoriasis. Question. Euh, que nous disent les dernières études sur le rôle potentiel de la pleine conscience pour gérer le psoriasis? Merci de votre rétroaction. Oui, on peut se sentir seul en fait, on souffre d'un trouble dermatologique et qu'on souffre de ses effets psychosociaux. Alors, je suis très emballé également. En Alberta, il y a des groupes de soutien en ligne qui sont gratuits. C'est sous les auspices du domaine psychiatrique. Eh bien, nous avons justement une forte collaboration avec les psychiatres dans notre clinique et à notre université. Je crois qu'il faut en faire davantage, mais la pleine conscience est très importante selon moi. La psychothérapie, c'est en fait une technique cerveau ou esprit peau très importante. Est-ce qu'il y a des études qui se penchent justement sur les interventions psychosociales dans les cas de psoriasis ou est-ce qu'on en fait, on gère ça autrement? Eh bien, on ne sait pas encore si ça fonctionne. N'oubliez pas qu'il faut financer ces études. Quand on fait des études, eh bien, il faut euh, obtenir du financement pour les séances de pleine conscience. C'est très difficile d'obtenir du financement et de le faire à long terme parce qu'il peut y avoir une séance de pleine conscience et il n'y a pas de place pour tout le monde. Alors, on espère pouvoir en faire davantage. Il y a des études somatiques qui sont publiées. Il y a des études de contrôle également euh, qui ont lieu. Oui, on connaît les impacts du stress et on connaît les effets bénéfiques de la pleine conscience, justement, pour contrer le stress. Alors, une autre prochaine question. Est-ce que le site web Mindskin Canada est en ligne? Et est-ce qu'on peut avoir le lien vers ce site web? Alors, le site web n'est pas encore prêt. Euh, c'est le fils du docteur Barber qui fait ce site web de façon bénévole avec nous. Mais dès que le site web est prêt, nous allons le communiquer à la communauté de Psoriasis Canada. Dès que notre site web est lancé, on aura un espace dévoué à la santé mentale et on pourra publier le lien vers Mindskin Canada dans cette section. Prochaine question. J'ai souffert de la sclérose lichenique pendant de nombreuses années. Nombreuses années. J'ai eu le psoriasis il y a un an et demi. Est-ce que les deux sont liés? Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur les affections dermatologiques. Eh bien, la sclérose lichenique et le psoriasis, à ce qu'on sache, ne sont pas reliés, mais un jour, on en saura davantage sur les interactions et les liens entre ces deux maladies. Merci. Parlant de liens, j'ai une question. Pouvez-vous nous expliquer le lien entre les maladies, enfin, les troubles psychologiques, et surtout la dépression et le psoriasis? Surtout du point de vue des mécanismes biologiques et psychologiques qui s'opèrent et qui relient les deux. On parle souvent du stress. On dit que le stress peut exacerber le psoriasis. Pouvez-vous nous parler de ce mécanisme et comment il s'opère? Il y a beaucoup d'inconnus ici,
mais on a évalué certaines signatures immunologiques du psoriasis et de la dépression et le facteur alpha des tumeurs, de la nécrose des tumeurs. Et c'est un mécanisme qui est présent dans les deux, la dépression et le psoriasis. Mais on a une meilleure connaissance biologique à l'heure actuelle, euh, meilleurs outils biologiques que les bloqueurs TNM. Donc, c'est un vecteur intéressant à étudier et on espère trouver une signature immunologique pour les deux. Et c'est un- une étude que je veux lancer pour laquelle on attend du financement. Parce que maintenant, il faut travailler en génomique. Donc, ça prend plus de financement. Donc, on veut connaître les vecteurs courants pour le psoriasis et les troubles psychologiques comme la dépression. Et on veut apprendre comment notre biologie cible ces vecteurs. Alors, on veut en savoir davantage. Et puisqu'on parle de dépression, je vais publier des ressources dans le chat parce que vous parlez justement de dépression, vous parlez d'excellentes ressources en Alberta. Il y a des lignes sans frais au Canada. Je vais tout publier dans le chat. Je vous invite à consulter ces documents, ces ressources. Une autre question. Merci, docteur Dieter, pour cette présentation. Euh, comment est-ce que les pharmaciens peuvent aider les personnes vivant avec le psoriasis et ayant des troubles psychologiques? Oui, les pharmaciens jouent un rôle important. Ils peuvent voir qu'un patient qui prend des hum, psychotropes, médicaments psychotropes, des médicaments pour traiter le psoriasis, vont constater peut-être des chevauchements dans leur médicamentation. Donc, les thérapies, les techniques esprit ou corps-esprit euh, peuvent nous aider. Les pharmaciens sont bien placés pour connaître, en fait, pour avoir une perspective différente du patient. Le pharmacien peut aider le patient à mieux comprendre les interactions entre ces différents médicaments. Si ce n'est pas le pharmacien, mais c'est le médecin de famille qu'il faut consulter. Alors, on essaie de mieux valider notre outil, l'indice cerveau-peau, euh, l'améliorer pour que les fournisseurs de soins de santé le connaissent et l'utilisent couramment. Très intéressant. Merci. Quelqu'un nous dit qu'il trouve votre travail intéressant, surtout puisque vous travaillez avec l'anxiété, et nous indique que peut-être qu'il faut travailler davantage avec les travailleurs sociaux. Donc, ce serait un autre allié dans l'itinéraire de soins du patient, le travailleur social. Est-ce que vous collaborez avec des travailleurs sociaux à votre clinique? Non, mais merci pour cette suggestion. Vous avez raison, on devrait également impliquer les travailleurs sociaux dans notre itinéraire de soins. On essaie d'impliquer le plus grand nombre de professionnels que possible. On a un autre projet parmi la population autochtone. On est au courant qu'on doit impliquer les aînés également. Alors, on apprend qu'on peut faire collaborer davantage d'intervenants dans nos itinéraires de soins. Merci de cette suggestion. On a d'excellentes questions qui sont différentes, qui nous parviennent de différentes perceptions et points de vue. Prochaine question. Est-ce qu'il y a une relation entre le psoriasis et la consommation de lithium? Alors, je suis en Chine à l'heure actuelle et hier, je donnais une conférence à des étudiants en médecine sur le psoriasis. On travaille sur le psoriasis, on a passé plusieurs jours sur le psoriasis. Alors, des éléments comme les bêta-bloqueurs, les, j- le LOL, qui est un traitement de l'hypertension,
à base de lithium a été lié à l'exacerbation du psoriasis. Alors, est-ce qu'il s'agit de changer la dose médicamenteuse ou est-ce qu'il s'agit d'opérer des changements ailleurs que dans la médicamentation du patient? Merci. Merci de nous indiquer comment aider les enfants à gérer leur démangeaison. Notre fille a beaucoup de mal la nuit. Lorsqu'elle n'est pas distraite par quoi que ce soit, elle a beaucoup de démangeaison. À vous des recommandations sur la gestion de la démangeaison la nuit chez les enfants. Alors, on donnait des cours aux étudiants au Collège Royal. On leur disait commencez par vos mesures générales, euh, les nettoyants hypoallergéniques. On a des recommandations à fournir qu'on donne à nos patients en la clinique. Donc, le pH du nettoyant doit être autour de 5,5 et hypoallergénique pour ne pas retirer la barrière de la peau et ainsi devenir perméable à d'autres allergènes et éviter la perte d'eau épidermale parce que la sécheresse de la peau exacerbe la démangeaison. Il faut des émollients, il faut humidifier la peau. Alors maintenant, il y a toutes sortes de crèmes hydratantes, glycérine, cérabine, qui ont des ingrédients thérapeutiques euh, humidifiants qui contribuent à réduire la démangeaison. Et il y a également certains médicaments topiques, systémiques, qui aident euh, les cytokines qui sont impliquées dans la démangeaison. Lorsqu'il s'agit d'un jeune enfant, à l'époque, les antihistaminiques sédatifs étaient utilisés, mais pas très efficaces parce qu'on avait une réaction allergique et on utilisait ce mécanisme qui suscitait une réaction et- et antiépileptique. Mais ces médicaments sont des sédatifs et ils vous rendent somnolent. Mais les sédatifs comme l'hydroxycine peuvent toucher la concentration de l'élève lorsqu'il est à l'école pendant le jour, par exemple. Alors, il faut essayer d'optimiser les doses, gérer les médicaments que vous prenez pour le psoriasis ou si votre enfant a de l'eczéma et non du psoriasis, il prendra autre chose. Mais ça doit être géré de façon appropriée. Et ça doit être accompagné de thérapies systémiques et topiques pour réduire ces démangeaisons. Alors évidemment, oui, il y a des choses qu'on peut faire pour avoir des résultats positifs. Merci énormément, Dr. Ditac, pour vos réponses très éclairantes. Alors, revenons à Mindskin Canada. Est-ce que votre indice MSHI est propre au psoriasis? Est-ce qu'on peut l'utiliser dans les autres maladies de la peau? Eh bien, ce qu'on essaie de mesurer, c'est les effets d'une maladie de la peau, d'un trouble dermatologique. Sur le site web Mindskin Canada, lorsqu'il sera prêt et publié, vous trouverez des documents d'information et les professionnels de la peau pourront justement auront accès à une section justement pour eux. Prochaine question. Est-ce que Mindskin Canada fournira des occasions d'éducation comme des webinaires aux professionnels de la santé? Oui, tout à fait. Alors, tous les outils qu'on a, les vidéos qu'on a seront publiées sur notre site web. Toutes les études, en fait, tous les résultats des études qu'on étudie seront publiés sur notre site web. Et on invitera la population à collaborer. Que pensez-vous du rôle que les éléments biologiques jouent
dans le traitement de ce trouble dermatologique ou psychodermatologique. Oui, c'est très emballant. Comme je vous disais, on essaie d'obtenir du financement pour étudier les signatures immunologiques du psoriasis et de la dépression, de l'anxiété et d'autres troubles et comorbidités psychosociales du psoriasis. Par exemple, il y a les bloqueurs TNF, alpha, semble être un mécanisme courant de la dépression et du psoriasis. Par contre, il y a des éléments biologiques qui vous permettent en fait, de mieux vous porter, en fait, de porter mieux qu'avec les bloqueurs TNM. Dernière question avant de vous laisser partir parce que je crois que vous devez prendre l'avion. Avez-vous des conseils pour les gens qui souffrent de dépression, d'anxiété liée au psoriasis et comment approcher ces enjeux avec leurs professionnels de la santé, en particulier avec leur dermatologue? Je pense que c'est important de le mentionner au dermatologue ou au médecin de famille. Les psychothérapies, les techniques cerveau, corps-esprit ne sont pas nouvelles, mais c'est pourquoi on a commencé à travailler avec cet indice euh, esprit-peau. Parce que le plus difficile, c'est de détecter le problème, détecter que le patient a besoin d'aide, qu'on a besoin d'aide. C'est pourquoi on se concentre là-dessus en premier, l'indice esprit-peau. Et on espère que ce sera bientôt euh, la norme pour les dermatologues et autres professionnels de santé qui doivent traiter le psoriasis chez leurs patients pour détecter justement cette comorbidité. Parce que souvent, le patient essaie de vous dire quelque chose, mais vous n'avez pas le temps d'écouter. Donc, il faut faire preuve d'empathie, d'efficacité. Et on a l'impression souvent que quand on est empathique, on est moins efficace. Sauf que l'empathie doit primer. Donc, on doit améliorer les choses euh, parce qu'elle permettra de poser un diagnostic approprié des comorbidités en présence. Merci énormément. Il y a un dernier commentaire qui nous dit euh, qu'on doit vous remercier pour tout le travail que vous avez fait euh, sur le psoriasis. Alors, merci énormément. J'espère que ça vous motive à continuer. Je sais que c'est pas facile et euh, j'ai beaucoup apprécié l'entrevue que vous avez donnée et on veut porter votre message à la communauté. Et le docteur Ditak euh, est en chaîne actuelle où elle donne une conférence. Alors, on va tenir parole et lui permettre de nous quitter d'ici 20 heures pour prendre son avion pour retourner chez elle. Mais ça démontre votre dévouement pour la cause. Alors, merci. Le formulaire d'évaluation a été publié dans le chat de Zoom. On vous demande donc de prendre un moment pour le remplir. Ça nous permettra d'améliorer nos webinaires et nos événements et de comprendre vos besoins. Dans ce cas-ci, vous avez l'occasion de communiquer vos rétractions au docteur Ditox sur les ressources que vous voudriez obtenir qui pourraient être utiles. Par exemple, euh, lesquels des modules qu'elle a créés vous intéressent particulièrement. Merci énormément de m'avoir donné l'occasion de vous parler aujourd'hui. Eh bien, on va prendre les rétractions que vous allez nous donner et les rapporter à notre équipe. Si vous avez des rétractions, des suggestions sur le contenu de notre présentation, en fait, notre outil d'éducation euh, cerveau-peau, eh bien, euh, on veut les avoir, on veut améliorer nos outils et on veut développer cet outil pour le psoriasis. Merci énormément. Merci à tous et à toutes. Vous pourrez voir les enregistrements de la séance d'aujourd'hui sur notre canal YouTube d'ici quelques jours. Merci encore une fois, Dr. Ditoc, pour votre temps, vos efforts, votre dévouement. Et on espère pouvoir continuer à travailler là-dessus, sur ce sujet très important avec vous dans l'avenir. Et je vous souhaite un bon voyage. Merci énormément.
Merci à toutes, merci à tous. Et si vous regardez, Go Jays Go. Alors, au revoir.